aujourd'hui, le webinaire est présenté par Maribel Ashkar, qui a suivi une formation de 4 ans en génie civil à l'Université libanaise, où elle a obtenu une bourse d'excellence pour poursuivre ses études à Montréal, dans le cadre d'un programme de double diplomation avec Polytechnique. Et Maribel ensuite a fait une maîtrise de recherche en génie civil qu'elle vient de terminer, une maîtrise qui est spécialisée dans le domaine de l'eau et de l'environnement. Et son projet de recherche a consisté à développer un modèle simple pour évaluer la demande en eau urbaine future dans un contexte québécois. C'est ce que Maribel va venir nous présenter aujourd'hui. Et désormais, elle est associée de recherche à Polytechnique Montréal dans le département de génie civil. Maribel, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Anne. Donc, bonjour tout le monde, les personnes qui sont ici, les personnes qui sont en ligne. Donc, c'est avec un plaisir que je vous présente mon projet de maîtrise intitulé « Développement d'un modèle conceptuel pour l'évaluation de la demande en eau urbaine future, application à une municipalité québécoise ». Donc, pour le plan de la présentation, je vais tout de même commencer par une introduction et une mise en contexte avant de présenter les objectifs de la recherche. Suite à cela, je vous montrerai brièvement la méthodologie avant de passer à la description de mon cas d'étude. Ensuite, on commence avec la première grande partie qui est l'évaluation de l'impact de la température sur la demande. Ensuite, on démarre avec la deuxième grande partie qui est l'estimation de la demande par analyse de scénario. Enfin, nous allons clôturer avec une comparaison et la combinaison des deux approches et finalement, on va conclure. Donc, pour commencer, la question qui se pose, pourquoi projeter la demande en eau urbaine future? Donc, si je me concentre un peu sur le contexte québécois, je peux trouver qu'on a certaines pressions climatiques. Donc, le changement climatique existe. Dans un scénario pessimiste futur, on prévoit une augmentation de la température moyenne d'au moins 2 degrés Celsius. Mais à ceci s'ajoutent aussi les pressions anthropiques, comme par exemple la croissance démographique. Donc, on a également une augmentation prévue, donc jusqu'à 10 millions de personnes vers 2066 au Québec, sont estimées. Et malheureusement, on a une consommation en eau très importante et on est classé parmi les sociétés les plus grandes consommatrices d'eau. Donc, pour avoir une idée de cette consommation, c'est 2 fois celle de la France. Donc, on est vraiment de grands consommateurs. Ce qui a mené à élaborer la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Donc, cette stratégie a été lancée en 2011 dans sa première version. Et la deuxième version a été lancée en 2019 et elle est en cours d'application jusqu'en 2025. Donc, de là, il faut préserver l'équilibre entre ressources et demande en eau, parce qu'il ne faut pas seulement penser à l'offre, donc aux ressources disponibles, mais également à notre consommation, donc à la demande, et donc essayer de modéliser et comprendre l'évolution de cette demande. Donc, pourquoi? On aura peut-être un outil pour faciliter la planification à court terme comme à long terme et donc aider les systèmes d'approvisionnement à bien s'adapter. De là, les objectifs principaux de ma recherche. Donc, le premier objectif, c'était d'évaluer en particulier les impacts ou bien l'impact des changements climatiques sur la demande en eau urbaine. Le deuxième, c'est d'essayer de développer un modèle de projection plutôt simple et simple à comprendre pour cette demande, pour une période future spécifique de 2025 à 2055, et bien sûr l'appliquer à une municipalité au Québec. Et troisièmement, évaluer les impacts combinés donc des facteurs climatiques et des facteurs socio-économiques sur cette demande en eau. Donc, pour ma méthodologie, j'ai en fait effectué un grand travail. Donc, il y avait beaucoup d'erreurs qui m'ont poussé à passer à des étapes consécutives. Mais dans le cadre de cette présentation, je me concentre sur les parties les plus importantes qui sont donc évidentes pour les résultats. Donc, le premier bloc, comme j'ai dit, ça sera d'étudier la dépendance de la demande du climat. Donc, en particulier, j'ai évalué l'impact de la température maximale sur la demande. Donc, j'ai
effectuer les démarches statistiques traditionnelles, analyse de corrélation, régression linéaire, etc. Et je suis arrivée à une conclusion qu'il est plus logique de travailler avec un seuil de température. Donc, à partir d'un certain seuil, on prévoit une certaine dépendance de la demande de la température. Donc voilà, à ce stade-là, je travaillais avec la demande totale. Donc c'est la demande qui inclut tous les consommateurs résidentiels, institutionnels et également les pertes dans le réseau. Mais ensuite, j'ai trouvé qu'il est plus logique de travailler en particulier avec la consommation résidentielle par personne par jour, donc c'est CPC ici, Consumption per capita, et d'évaluer l'impact de la température sur celle-ci pour ensuite passer à la projection future pour 3 scénarios climatiques. Le deuxième bloc, c'est indépendamment du climat. Donc, l'approche, c'est un peu, c'est différent, c'est pas mathématique, mais c'est plutôt une analyse par scénario. Donc, j'ai dû faire une compréhension approfondie de mon contexte et prévoir des scénarios futurs des plus optimistes aux plus pessimistes pour plusieurs composantes comme la consommation résidentielle, la démographie, la consommation des industries, commerces et institutions, donc les ICI, et les pertes. Donc, ici, je n'ai pas encore parlé de climat, mais il serait important aussi de combiner mes analyses de scénarios avec les résultats que j'ai obtenus avec le climat. Donc, ça va être une étape que je vais expliquer dans la suite pour finalement projeter la demande, donc quantifier cette demande dans le futur avec plusieurs combinaisons de scénarios et donc évaluer les impacts et faire les conclusions nécessaires. Donc, pour commencer, mon étude de cas était une ville québécoise de taille moyenne, donc 1,7 km², avec une population d'à peu près 46 000 habitants et une densité qui vaut à peu près la moitié de celle de Montréal. Comme on peut voir sur le premier graphique, on a une augmentation dynamique de la population à partir de 2011 et il est clair que cette augmentation continue maintenant et dans le futur. Pour ce qui est de l'utilisation du territoire, c'est important de comprendre le type des bâtiments qui existent dans mon terrain lorsque j'évalue la demande. Donc, pour cela, j'ai pu analyser qu'on a une zone qui a plutôt un caractère résidentiel, donc c'est la zone A en bleu. J'ai deux zones où il y a une absence timide ou bien une présence timide des résidentiels. Donc, zone B et C, c'est vraiment un caractère industriel et commercial. Et finalement, j'ai une petite zone, la zone D, c'est une zone ferroviaire où il n'y a pas vraiment des bâtiments et des consommations d'eau directe. Donc voilà, en faisant mon projet et en étudiant profondément mon étude des cas, j'ai trouvé qu'il y a deux grands projets qui ont pour but de transformer une partie de la ville en un secteur d'activité diversité à dominance résidentielle. Donc, pourquoi c'est important? On prévoit alors une augmentation prévue au niveau de la population puisqu'on est en train d'éviter un peu de développer industriellement la zone, mais plutôt se concentrer sur l'ajout d'unités résidentielles, comme par exemple un premier projet qui a été lancé en 2016, où la ville avait un objectif d'ajouter 2640 nouveaux logements d'ici en décembre 2021, donc c'est déjà presque fait. Et un autre grand projet qui est à plus grande ampleur, qui est la construction d'un quartier résidentiel écologique. Donc, la durée du projet, c'est de 30 ans. Et il y a un objectif visé d'ajouter 7800 unités résidentielles. Donc voilà, il a été lancé en 2019. La construction n'a pas encore débuté, mais cela est prévu dans les 10 prochaines années. Donc ici, je passe à la demande en eau. Donc, on peut identifier trois composantes principales de cette demande qui sont la consommation résidentielle, la consommation des industries, commerces et institutions et les pertes dans le réseau qu'on ne peut pas négliger parce que lorsqu'on produit de l'eau de l'usine de production, il faut compenser les pertes pour s'assurer que les volumes arrivent bien aux consommateurs. Donc ici, une manière très simple et très utile de représenter ces trois composantes, c'est tout simplement de les sommer.
Donc, en particulier, je vous montre ici l'équation du bilan de l'usage de l'eau. Donc, c'est un principe qui a été présenté par l'Organisation internationale de l'eau, IWA, et c'est une équation à base annuelle, donc en mètres cubes par jour pour chaque année. Donc, autrement dit, pour chaque année, on a la demande totale. Donc, en moyenne, on a produit X mètres cubes par jour. Et cette quantité-là se divise entre les consommateurs résidentiels, les consommateurs industriels et les pertes dans le réseau. Donc, rapidement, si on veut voir comment on peut, en termes de données, accéder à ceci, donc pour la demande totale, elle est mesurée directement par l'usine de production. Donc, on a des données journalières pour cette composante-là. Pour la consommation résidentielle, elle est plutôt estimée. Et comment elle est estimée? En multipliant la consommation par personne par jour, donc CPC, qui est plutôt estimée par la ville, par le nombre de personnes desservies, donc qui est disponible à travers les données de recensement. Pour la consommation des ICI, la stratégie impose d'installer des compteurs pour ces usagers. Donc, on a des données mais qui sont à base annuelle. Et finalement, pour les pertes, malheureusement, il est difficile d'obtenir des données vraiment mesurées de ces pertes-là. Donc, ils sont estimés par cette équation. Donc, ayant 3 de ces composantes, on peut alors déduire le pourcentage des fuites. Donc, rapidement, pour les données de la demande, j'ai eu les données de la ville de 2005 jusqu'en 2022. Donc, bien entendu, j'avais des périodes de données manquantes. Ici, ces 2 périodes-là en couleur rose. La cause principale de ce manque de données, c'était la détérioration du débitmètre ou un problème au niveau de la mesure. Et ici, on remarque qu'on a des données aberrantes, surtout entre 2005 et 2008. C'est à cause aussi du débitmètre et de la calibration de l'outil. Si je calcule la moyenne annuelle de cette demande, on voit bien qu'on a une décroissance remarquable de 2005 jusqu'en 2022 et on voit aussi qu'on a une chute particulière ici entre 2019 et 2021. On va voir pourquoi dans la suite. Pour la consommation résidentielle, elle a été estimée récemment à 327 litres par personne par jour par la ville en 2021. Et en 2019, elle était 11% plus grande, soit 367 litres par personne par jour. La stratégie québécoise d'économie d'eau potable invite les villes à se rapprocher de la moyenne canadienne. Donc voilà, la moyenne canadienne semble diminuer avec les années et elle est projetée à 211 litres par personne par jour en 2025. Donc, c'est vraiment, cela nécessite un grand effort pour pouvoir atteindre ce chiffre, ce nombre-là. Pour la consommation des ICI, donc voilà, je n'ai que 3 années, 2019, 2020, 2021. Donc, il est clair qu'on a une baisse de la consommation en 2020 à cause de la pandémie. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a une augmentation du nombre de compteurs durant ces 3 années. Donc, ce qui montre que, alors que la consommation a diminué, donc de 2019 à 2021, le nombre de compteurs a augmenté, ce qui montre que la stratégie a eu son impact positif. Et en augmentant le nombre de compteurs, la consommation a diminué. Pour ce qui est des pertes, malheureusement, le réseau de la ville que j'ai étudié est classé de type D. Donc, l'indice de fuite est très élevé et le nombre ou bien l'état des conduites est vieillissant. Donc, on voit ici que près de 50 à 75% des conduites qui sont évaluées ont déjà leur durée de vie dépassée. On a même des conduites qui ont dépassé 100% de leur durée de vie. Donc, la condition est vraiment mal en ce qui est concernant les fuites. Donc, je n'ai que les données de 2019 pour pouvoir estimer les fuites. Donc, en faisant le calcul simple, en ayant 3 composants, j'ai pu estimer qu'on a 16 351 mètres cubes par jour
qui sont perdues sous forme de fuite dans le réseau, ce qui constitue 44% du volume d'eau potable produite par l'usine, face à 40% pour la consommation résidentielle et 16% pour les ICI. Donc, ce nombre-là, on a fait une discussion avec la ville et j'ai pu confirmer que c'est un nombre qui est vraiment proche de l'estimation de la ville. Donc, dans les 40%, c'est pas négligeable. Je commence maintenant avec l'évaluation de l'impact de la température sur la demande. Donc voilà, je vous montre aujourd'hui en particulier l'impact de la température maximale. Donc c'est la variable climatique qui a eu la meilleure corrélation en ce qui est des données statistiques. Donc je me suis limitée à l'analyse de celle-ci. Donc voilà, j'ai eu les données journalières d'après les sources d'Environnement Canada. Et il est clair qu'on a une augmentation de la température, donc d'après le siècle passé jusqu'à maintenant, le changement climatique est clair, on a une augmentation, une tendance positive, et cela semble continuer dans les prochaines années. Pour ce qui est des données climatiques futures, donc, ici j'ai obtenu également des projections pour 3 scénarios, donc scénario très optimiste où on a une concentration faible de GES et des interventions pour lutter contre ces émissions. Un scénario intermédiaire et un scénario pessimiste, donc le worst case scénario où on n'a aucune intervention ou bien où on continue comme si rien n'était et on prévoit alors une augmentation à long terme de la température moyenne de 2,25 degrés Celsius. Donc voilà, ces données-là ont été, j'ai utilisé les modèles de CNIPSIS, de 26 modèles climatiques, réduits à l'échelle de mon cas d'étude. Et voilà, la source, c'est Environnement Canada. Ils ont déjà rendu disponible en libre accès ces données-là. Donc, pour les analyses, donc, toute analyse de corrélation commence par essayer de mettre sur un même graphe la demande en fonction de la température. Donc, dans le graphe A, donc, lorsque j'ai mis c'est tout simplement les données journalières de la demande et de la température, il n'y a rien de clair, il n'y a aucune relation explicite. J'ai même remarqué que j'ai 2 groupes de données. Donc, ici, on voit les données en rose dans le bas et les points en noir dans le haut. Donc, pour ce qui est de l'ensemble en noir, ce sont des volumes en dessus de 60 000 mètres cubes par jour. Donc, c'est vraiment les volumes qui sont en lien avec les données aberrantes de 2005 à 2008. Donc, c'est pour cette raison j'ai éliminé ces années-là de mon étude. Et pour ce qui est des données en rose, donc les volumes qui sont en dessous de 30 000 mètres cubes par jour, ça concerne surtout la période entre septembre 2020 et 2022. Et en faisant la discussion avec la ville et en suivant un peu l'évolution du système, j'ai trouvé qu'il y a eu un bris d'aqueduc majeur le 15 septembre 2020. Donc, à partir de cette date-là, les volumes sont plutôt estimés et ne sont donc pas fiables pour utiliser dans mon analyse. Donc, j'ai limité mon analyse entre 2009 et 2019. Donc, en cherchant toujours une certaine relation, parce que dans d'autres cas d'études canadiens, il y avait quand même une certaine corrélation entre température et demande, j'ai dû faire cette représentation pour chaque année séparément. Donc, voilà, de 2009 jusqu'en 2019, à compter que 2014-2015, par exemple, il n'y avait aucune valeur pour la production d'eau potable. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas inclus ici. Donc, voilà. J'ai remarqué qu'à partir d'un certain seuil, à peu près 10 degrés, il y avait une certaine dépendance entre la température et la demande. Donc voilà, on remarque que plus ça augmente, par exemple en 2017, plus la température augmente, plus la demande augmente, et cela d'une manière plutôt linéaire. Donc, j'ai dû tout de même évaluer les paramètres
de cette équation linéaire, donc sous forme de V, ce qui est la demande, est égal à A fois T, la température, plus B. Et j'ai quand même remarqué que d'une année à une autre, il y avait une variation des paramètres A et B, et cela d'une manière monotone. Donc, par exemple, pour le paramètre A, qui est la pente de ma relation, comme vous voyez, depuis 2009, cette pente augmente. Donc, on a quand même un R carré de 0,7. Donc, cela montre qu'on a une certaine linéarité. La pente augmente avec les années. Par contre, pour le paramètre B, qui est l'ordonnée à l'origine, cette valeur diminue avec les années, avec quand même un R carré qui n'est pas négligeable, de 0,6 ou bien 0,7 à peu près. Donc, ça diminue, ce qui montre qu'on a un certain dynamisme au niveau des paramètres et que je ne peux pas utiliser une seule équation pour représenter la demande en fonction de la température qui pour toutes les années. Donc, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouveauté que j'ai trouvée dans mon projet et qui n'a pas été détectée dans d'autres études. Donc, en réalité, si j'évalue la demande totale en fonction du climat, alors comment je peux inclure les autres facteurs comme la population, la consommation des ICI et les pertes, sachant que je n'ai pas de longue série de données pour effectuer ce que j'ai fait pour la température, donc analyse de régression, apprendre du passé pour projeter dans le futur. Donc, j'ai juste quelques informations, mais je dois les inclure parce qu'on a vu qu'il y a une augmentation de la température dans le passé, mais une réduction de la demande en eau également. Donc, cette augmentation de la température n'a pas impacté grandement la demande. Il y a un autre facteur qui a réduit cette demande et on pense directement à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Donc, comment on va inclure tous ces détails en ajoutant la population aussi? Donc, j'ai pensé à évaluer mathématiquement la relation température et demande, mais cette fois-ci pour la consommation résidentielle par personne. Ainsi, j'ai pensé à élaborer des scénarios futurs pour population, consommation des ICI et pour les pertes, et utiliser cette équation pour combiner l'effet du climat avec l'analyse de scénarios. Donc, rapidement, pour ce qui est de la relation entre la demande résidentielle par personne par jour et la température, malheureusement, je n'avais que les données de 2019 disponibles pour effectuer cette analyse. Donc, voilà, en utilisant les 365 données de 2019, j'ai également pu avoir une conclusion qu'à partir d'un seuil de 10 degrés, la relation linéaire commence à être claire. Et pour tout ce qui est en dessous du seuil de 10 degrés, si je calcule la moyenne de la consommation, j'obtiens à peu près 351 litres par personne par jour. Et si je calcule la moyenne de toutes ces consommations, donc en utilisant l'estimation de l'équation que j'ai obtenue et tous les points ici, j'obtiens la moyenne annuelle de 367 litres par personne par jour, exactement égale à celle estimée par la ville, ce qui montre que mes travaux sont dans le bon chemin. Donc, si j'utilise cette équation, je suppose que cette équation va rester valide pour les années futures. Et ayant les données de température issues des modèles climatiques, donc 26 modèles climatiques, si je fais cette relation-là pour chacun des modèles, je calcule la moyenne, puis la moyenne annuelle, j'obtiens les projections de la consommation par personne par jour en fonction de la température pour les années futures. Donc voilà, le scénario le plus pessimiste, c'est la courbe en rouge. Donc, plus le scénario est pessimiste, plus la demande projetée est grande, donc ce qui est logique. Plus il fait chaud, plus la température augmente, plus on a besoin de consommer plus d'eau. Et alors que pour les autres scénarios, ils vont presque dans la même direction, mais quand même, on prévoit une augmentation au niveau de la demande. On passe maintenant à l'estimation de la demande par analyse de scénario. Donc ici, comme je vous ai dit, j'ai dû considérer plusieurs scénarios pour chaque composant. Pour la population, par exemple, j'ai considéré 2 scénarios.
Un scénario qui est plutôt pessimiste parce qu'on considère que la population va atteindre les 80 000 d'ici 2055. Donc, je n'ai pas mis ici les détails, mais cela dépend de la réalisation du projet, la rapidité d'ajout des unités résidentielles. Alors que l'autre scénario, c'est une augmentation moins rapide. Donc, quand même, on a 70 000 personnes prévues en 2055, mais ça dépend également du ralentissement des projets. Pour la consommation résidentielle par personne, donc indépendamment du climat, j'ai considéré un scénario qui est plus pessimiste où on n'atteint pas la moyenne canadienne, donc les objectifs de la stratégie ne sont pas atteints, alors que l'autre scénario considère qu'on a atteint les objectifs de la stratégie. Donc voilà, ici c'est pour lorsque les objectifs sont atteints. Ici, lorsque les objectifs ne sont pas atteints, mais quand même dans les deux scénarios, on considère une baisse au niveau de la consommation. Pour la consommation des ICI, je n'ai utilisé qu'un seul scénario pour éviter un peu la complexité du projet. Donc, puisque j'ai remarqué qu'on a une réduction annuelle de 6% de cette consommation, donc, qui a été estimée par la ville et qui a été également analysée par moi-même ayant les données. Donc, j'ai considéré que cette baisse continue jusqu'en 2025, puis se stabilise. Donc, c'est une simple hypothèse. Voilà. Et pour ce qui est des pertes dans le réseau, un premier scénario très pessimiste, c'est qu'on n'intervient pas pour réduire les pertes. Donc, on a toujours le même volume d'ici 2055, alors que l'autre prévoit une réduction de 30% d'ici 2055, donc une intervention chaque 10 ans. Voilà, réduire le nombre des pertes. Donc, j'ai considéré qu'au moment de l'intervention, j'ai une baisse de ce volume-là de pertes. C'est pour cette raison que j'ai une allure en escalier. Donc, c'est une simple hypothèse voilà, que j'ai considérée dans mon projet. Maintenant, pour pouvoir combiner ou pouvoir évaluer les impacts des différents facteurs sur la demande, j'ai considéré 4 hypothèses en lien avec la consommation par personne par jour. Donc, la première, c'est le statu quo. Donc, je considère que d'ici 2055, on aura toujours 327 litres par personne par jour. La deuxième considère l'influence de climat. Donc, c'est les 3 scénarios en lien avec les SSP que j'ai montré avant. Une troisième hypothèse où je ne considère pas le climat. Donc, je considère que la consommation par personne par jour est en train de diminuer suivant 2 scénarios, donc sans tenir compte du climat. Et finalement, je considère et la température et la stratégie d'économie d'eau potable. Donc, pour cela, je multiplie la consommation obtenue du climat par un certain facteur réducteur inférieur à 1 qui prend en considération la réduction de la consommation dépendamment du statu quo, c'est-à-dire pour chaque année qui vient, quel serait le rapport entre la consommation prévue d'après la stratégie et la consommation actuelle, donc ce qui va réduire la consommation du climat d'un certain facteur. Finalement, pour combiner tous ces facteurs ensemble, j'ai utilisé uniquement 2 combinaisons, donc comme j'ai déjà dit, pour éviter un peu de me perdre dans le contexte. Donc, j'ai commencé par un scénario optimiste. Donc, j'ai le scénario des ICI, j'ai déjà un seul scénario, un scénario de perte où j'ai réduit les pertes à fur et à mesure jusqu'en 2055. J'ai une augmentation réduite de la population et les 4 scénarios en lien avec CPC, mais où je tiens compte de l'atteinte des objectifs de la stratégie dans les différentes hypothèses. Alors que l'autre scénario, qui est plus pessimiste, considère le même scénario des ICI, des pertes non réduites, une population plus rapidement, qui augmente plus rapidement, et 4 scénarios en lien avec CPC, mais cette fois-ci, je considère que les stratégies de la stratégie, que les objectifs de la stratégie ne sont pas atteints. Donc, j'arrive maintenant à la fin, donc les résultats, les conclusions que j'ai faites. Donc, voilà, en considérant les 4 hypothèses en lien avec la consommation résidentielle, j'obtiens
les courbes suivantes. Donc, les courbes en rouge pour les deux scénarios, c'est pour lorsque j'ai pris en compte uniquement le climat. La verte, c'est pour le statu quo. La bleue, c'est sans tenir compte du climat, donc uniquement la réduction de la consommation à travers la stratégie. Et en trait tiré, c'est la combinaison du climat et de la stratégie. La première conclusion, c'est que les impacts des mesures de conservation sont plus importants que l'impact du changement climatique. Donc, pourquoi? Je vous rappelle que j'ai trouvé pour chaque scénario climatique une évolution de CPC dans le temps. Donc, si cela s'applique, je dois avoir pour le climat, donc pour la courbe en rouge, 3 courbes, chaque courbe pour un SST. Mais en faisant cette représentation, j'ai trouvé que ces 3 courbes sont confondues. Donc, en comparaison avec les autres courbes qui s'y trouvent, ces courbes sont presque confondues. Donc, c'est la même chose si je considère un scénario très pessimiste d'émission avec un scénario très optimiste. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est une conclusion qui a aussi été trouvée dans une étude qui a été effectuée en Australie. Donc, ici, ça montre l'importance des mesures de conservation. Donc, voilà. Ici, j'ai tout simplement écrit les conclusions. Donc, on a un grand écart entre la courbe en rouge et la courbe en bleu, ce qui explique ma conclusion. Un deuxième point important, c'est que ce sont les pertes et la démographie qui influencent l'allure et la tendance de la demande. Donc maintenant, on regarde chaque courbe et on compare les deux scénarios. Donc voilà, on voit qu'on a une augmentation qui est claire, quel que soit le scénario optimiste et pessimiste, vers la fin de la période d'étude. Et je vous rappelle également des courbes que j'ai trouvées pour les pertes, donc l'allure en escalier, et les scénarios de population. Donc, on voit bien que cette allure en escalier est traduite dans le premier scénario où j'ai utilisé ce scénario de perte, alors que ça n'existe pas dans l'autre, ce qui nous rappelle des 44% des pertes qui s'y trouvent dans la production d'eau potable. Et donc, voilà, leur influence est claire sur l'allure. Donc, c'est une conclusion que j'ai tirée en comparant les deux. Et cela aussi montre l'impact de la démographie vers la fin de la période d'études. Donc, on voit que même dans un scénario où j'ai tout réduit, très optimiste, à la fin de la période, on voit quand même qu'on a une réaugmentation de la demande. Donc, cette réduction ne continue pas à long terme. Donc, l'augmentation devient plus grande sous l'effet du climat si aucune mesure de conservation n'est considérée dans la modélisation. Donc, voilà, si je ne considère pas la réduction à travers une stratégie d'économie et si uniquement on laisse le climat le seul influençant sur notre demande, on a une plus grande augmentation de celle-ci. Donc, finalement, il reste à comparer ou bien à quantifier les écarts entre les différentes courbes. Donc, voilà, pour commencer, si je veux comparer, si je veux en fait analyser l'écart entre la courbe en rouge, qui n'inclut que le climat, excuse-moi, et la courbe en noir, qui combine l'effet du climat et de la stratégie d'économie d'eau potable, je trouve qu'on a un écart considérable qui commence à peu près de 17% pour les deux scénarios et qui peut atteindre les 30 à 32% vers la fin de la période. Donc, plus on avance avec le temps, plus cet écart devient plus grand, plus on a une surestimation de la demande si on ne considère que l'effet du climat, donc ce qui n'est pas bien économiquement au niveau de la production d'eau potable dans l'usine, et dans la planification à court comme à long terme. Par contre, si je considère uniquement que la consommation va diminuer en respectant la moyenne canadienne et les objectifs de la stratégie, qu'ils soient atteints ou non, sans considérer qu'il y a quand même le climat, la température qui va augmenter et qui va augmenter quand même la production de notre eau, je suis en train de sous-estimer la demande, mais
cette sous-estimation est négligeable si comparément à le premier écart, donc ça varie de 4% jusqu'à 6%. Donc, on est en train de sous-estimer cette demande-là de 4 jusqu'à 6% vers la fin de la période d'études. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est important de considérer tous les facteurs, qu'il est important de ne pas, bien sûr, de voir l'effet de la stratégie, mais aussi de mettre en tête qu'on a le changement climatique qui existe et qu'il ne faut pas négliger à court terme comme à long terme. J'arrive à la fin, la conclusion. Donc, la température a un impact non négligeable sur la consommation au-delà d'un certain seuil, donc on ne peut pas négliger cet effet-là. L'analyse de scénario, qu'elle soit pessimiste ou optimiste, révèle qu'en l'absence de mesures de contrôle de la consommation, la demande en eau est plus grande et augmente avec le temps. Donc, ne pas prendre en compte le climat lors de l'évaluation, lors de l'évaluation du succès des objectifs de la stratégie, sous-estime la demande, laquelle croît en réalité avec l'impact du climat, en plus de l'influence de la croissance démographique. Les fuites dans le réseau influencent considérablement la tendance du volume, donc il ne faut pas oublier de modéliser les fuites, mais aussi d'essayer d'intervenir pour les limiter. Et finalement, il ne faut pas oublier que la demande en eau, c'est issu de nous, de notre comportement. C'est quelque chose qui est très individuel, qui est très humain et qu'il serait impossible de modéliser mathématiquement exactement ce comportement. Donc ici, l'importance de non seulement se limiter à tout ce qui est mathématique, mais aussi d'inclure notre esprit critique, notre propre analyse pour aider à la prise de décision. Donc, voilà, est-ce que tu me restes... Oui, tu as du temps encore. Ok. Oui, donc voilà. J'ai du temps pour parler un peu des limitations et des recommandations futures. Donc, pour ce qui est du caractère novateur dans le contexte québécois, donc j'ai effectué une analyse des impacts climatiques sur la demande pour chaque année individuellement. Donc, si vous vous rappelez, j'avais une relation dynamique au niveau des paramètres, ce qui n'était pas le cas pour d'autres études. Donc, l'analyse climatique a été couplée à une analyse de scénario. Ça n'était pas fait avant. Et l'utilisation des projections de température future, ici de modèles climatiques sous CMIP6, pour essayer d'estimer la demande future. Donc, d'autres études ont déjà utilisé la 5e version du modèle CMIP. Moi, j'ai utilisé la 6e. Donc, ça, c'était quelque chose de nouveau. Pour les limitations, j'ai uniquement considéré une seule variable climatique qui est la température maximale à cause de la limitation de mon temps, le temps de ma maîtrise, etc. Mais il serait aussi pertinent d'inclure les précipitations et parfois d'utiliser les précipitations d'une journée à l'avance, 2-3 jours avant. Donc ça, c'est très intéressant et ça ajoute de la valeur à nos analyses. J'ai utilisé une seule méthode mathématique, la plus simple, la régression linéaire simple. Donc, ça vaut aussi le coup d'essayer d'utiliser d'autres modèles d'analyse de données, comme par exemple l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones. Mais ce qui est avantageux dans cette méthode, c'est que c'est vraiment simple. Si on veut communiquer cette méthode-là aux décideurs, aux différents acteurs, c'est simple de comprendre cette relation et ça marche très bien. Je n'ai pas inclus une certaine marge d'erreur dans la modélisation. Donc, je suis en train de travailler là-dessus, d'essayer d'ajouter comme des intervalles d'incertitude parce que rien n'est vraiment déterministe. Pour la qualité et la quantité des données, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment changer. Ça dépend de la disponibilité du cas d'étude, mais ça vaut la peine de faire comme d'inciter les villes, les usines de production, de travailler sur la qualité, la quantité des enregistrements pour pouvoir aider à la prise de décision et apprendre du passé pour un meilleur futur. Et finalement, comme j'ai déjà dit,
lorsqu'on modélise la demande, ce n'est pas seulement les données, c'est également les informations, l'analyse personnelle du contexte. Donc, il y avait quand même une disponibilité limitée de certaines informations, comme par exemple les interventions pour réparer les fuites, comment on estime les fuites, etc. Donc, voilà, il faut avoir plus d'informations, il faut rendre plus accessibles ces informations pour aider les scientifiques dans de tels projets. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à vos questions. Merci Maribel. Donc là, ben, la parole est pour les questions. On va prendre une question dans la salle. Et puis ensuite, si vous avez des questions en ligne, ben, je vous inviterai à lever la main. Je vais faire un suivi. Est-ce que tu veux arrêter là? On va arrêter. On te voit. Je te laisse prendre ta place. Oui, Chris. Oui, merci pour la présentation. C'était très clair, même s'il y a plein de facteurs là-dedans. Dans la diapo qui présentait les corrélations entre la température et la consommation de l'eau, il semblait y avoir une corrélation négative quand il était très froid, ou plus il fait froid, plus il y a une consommation. Est-ce que vous avez une idée de ça? Oui, je vais repartager mon écran. Oui, je pense que, voilà, c'est ici, cette corrélation négative. OK. Donc, moi aussi, j'étais un peu stupéfaite de ça, comment, lorsque la température augmente, la demande diminue. Mais en fait, si on regarde l'évolution de la température, donc j'ai fait une analyse très détaillée année par année pour voir comment la demande a évolué au cours de cette année. J'ai trouvé que, par exemple, dans certaines années, comme les années transitoires en 2011, lorsqu'on a introduit la stratégie d'économie d'eau potable dans sa première version, on avait une certaine production, un certain volume en hiver, puis ensuite on avait eu comme une chute pour passer à une autre, comment dire, oui, j'ai oublié le nom, ordre de grandeur dans le volume vers l'été. Donc, au sein d'une même année, on a eu un phénomène qui a diminué cette production. Donc, ce qui montre que ici, on ne s'est plus concentré sur la température, mais plutôt, il y a eu un phénomène qui a diminué cette production au cours de l'année, ce qui explique que en hiver, on a dû avoir une baisse de la température, donc ce qui traduit cette réduction. Je ne sais pas si c'est clair. Parce que ça, c'est vraiment la production de l'eau, c'est ça, c'est pas la consommation. C'est ça, la production de l'eau. On a dû réduire cette production pour une certaine cause. Ça pourrait être l'intervention de la stratégie, ça pourrait être peut-être on a fait des réparations au niveau des pertes, des travaux, c'est ça. Donc, ce qui explique cette tendance. Voilà. Parce que d'habitude, juste une dernière chose, d'habitude, lorsqu'on regarde le cycle de la demande en eau, dans toutes les études, on a le même cycle. Donc, ça commence comme une valeur qui est stable, puis ensuite, dans les mois d'été, ça augmente, puis ça revient à ce même niveau. Dans mon cas d'étude, c'était rare de voir ce cycle-là jusqu'en 2017, 2018, 2019, je pense, lorsque vraiment la stratégie a commencé à être plus applicable et plus stable. Donc, cette variation au niveau du cycle, je pense que c'est elle la responsable de ces tendances-là. C'est pas de questions en ligne, j'en vois pas, ou je vois pas non plus de questions dans le chat. Si jamais vous voulez poser une question dans le chat, n'hésitez pas. En attendant, je vais prendre, il y avait Alexandre qui avait levé la main. Oui, merci pour la présentation. Je me posais la question sur le seuil de 10 degrés. J'ai lu d'autres études, notamment avec Panos, où on avait sélectionné, par exemple, le seuil de 20 degrés. Est-ce que vous avez pu échanger avec la ville ou
Est-ce que la sélection a seulement été faite sur un paramètre mathématique ou il y a eu quelques réflexions pour poser à 10 degrés? Oui, en fait, dans mon étude, j'ai évalué des seuils de 10 jusqu'à 20 degrés de 2 en 2, donc 10, 12, 14, 16, 18 et 20. J'ai même analysé comment les paramètres ont évolué pour chacun des seuils. Pourquoi j'ai choisi des petits degrés? Premièrement, parce que mathématiquement, les valeurs de corrélation, le coefficient de Pearson, etc., ont donné les valeurs les plus importantes. Donc, c'est un choix. Mais c'est aussi intéressant de voir comment les différents paramètres sont en train de changer avec les seuils. Par exemple, le paramètre, je me rappelle plus, j'ai déjà ça dans mon étude, mais il y avait certains paramètres qui ont montré une certaine décroissance strictement linéaire en changeant d'un seuil à un autre. Donc, ça, c'est une première chose, bon, les valeurs statistiques. La deuxième chose, c'était les seuils qui ont été considérés par d'autres études dans le contexte du Canada et du Québec. Donc, il y avait une étude pour Montréal qui a trouvé un seuil de 12 degrés. Il y avait une étude pour Brossard de 9 à 10 degrés, une étude pour Alberta, Ottawa, 10 degrés. Je ne me rappelle pas précisément comment. Mais ce qui est clair, c'est que dans le contexte canadien, ça varie entre 9 et 12 degrés. Donc, c'était compatible avec mes travaux. Toujours pas de questions, donc c'était Hélène. Tu voulais faire du pouce là-dessus ou, Moi, je vais faire premièrement du pouce là-dessus et poser une question. Mais pour moi, ce seuil-là, puis ce que tu parles des différents seuils, ça correspond au début de la saison horticole au Québec. Il y a le début de la saison de croissance, mais il faut prendre le temps que le sol s'assèche, réchauffe un peu, puis là, ben, c'est les jardins, les potagers, les zones agricoles qui se mettent en œuvre. Donc, c'est un proxy, finalement, ce seuil-là, de la saisonnalité de la consommation d'eau au Québec. Puis, effectivement, il y a des petites variations, mais c'est pas mal tout le temps autour de ça. Puis, ma question qui en découle un peu, tu as mentionné qu'il y avait eu des bris majeurs d'aqueduc, mais en lien avec cette saison horticole, est-ce que les municipalités, là, j'en ai déduit que c'est une municipalité réelle qui n'est simplement pas nommée, donc les municipalités ont l'habitude aussi d'émettre des interdictions d'arrosage qui peuvent être extrêmement prolongées durant certaines saisons, certaines années, et qui, à un moment donné, font décrocher aussi la demande avec la température maximale. Est-ce que tu avais des informations par rapport à ça pour cette ville? Oui, j'ai oublié de dire que c'était confidentiel, c'est pour cette raison que vous avez compris. Pas de liste théorique, c'est ça. Oui, une chose, oui, j'ai pas mal essayé de travailler et de prendre des informations en lien avec ces pratiques de conservation. Donc, moi, ce que je visais, c'était d'avoir des informations sur le début de pratique de ces règlements, de ces exigences, dans quel secteur, dans quelle saison, comment ça s'applique. Mais malheureusement, il n'y avait aucun registre pour montrer l'évolution de ceci. Mais la conséquence de ces pratiques-là est claire à travers la décroissance au niveau de la demande. Donc, pourquoi? Première chose, c'est si je considère la consommation des ICI, ce n'est que 16%. Donc, même s'il y a de grandes réductions au niveau de la consommation des ICI, ça me semble négligeable devant les pertes et la consommation résidentielle. Pour ce qui est des pertes, j'ai fait une grande investigation pour voir comment l'état des pertes ou bien du réseau a évolué avec le temps. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de projets pour une intervention pour lutter contre ces pertes parce qu'on a vu que c'est un réseau vieillissant. Donc, il y avait beaucoup de projets, mais il n'y avait aucune preuve qu'on a eu vraiment des interventions. Donc, le taux des fuites était toujours élevé, même avec des petites interventions, ce qui a poussé à conclure que cette réduction remarquable a été surtout au niveau de la consommation et des pratiques exigées par la stratégie.
Donc, oui, malheureusement, je n'ai pas eu de détails sur ces pratiques-là, mais c'est important dans d'autres contextes, si on refait cette étude-là, de considérer cette période à plus petite échelle et examiner l'influence au cours de l'année. Avant que je passe la parole à Laurent, il y a David qui a mis, David Huard, un commentaire qui rejoint un peu ton idée d'arrosage des plantes. Là, il y a j'ai l'impression que l'analyse de l'effet de la température sur la consommation devrait être réalisée sur des données désaisonnalisées afin d'exclure les activités comme le remplissage des piscines de la agression. Laurent? On avait fait ça, en fait, sur la codométrie, puis la fête de la reine, tout le monde remplit leur piscine, puis c'est plutôt les effets de journalier, c'est de saisonnalité, en fait, parce que les effets de calendrier, même journée de fin de semaine versus une journée de semaine, la consommation est pareille, sinon tu ne peux pas bien isoler ça joue, mais en fait, moi, peut-être mon hypothèse, c'est genre, si tu regardes les profils, 2017, il n'y a pas le même pattern que les autres. Puis, tu sais, je me dis peut-être l'état des canalisations, la consommation à l'hiver, tu sais, je pense que les prix d'aqueduc potentiellement peuvent survenir dans des périodes de gel, des gels, quand il y a des grands froids. Il y a peut-être ça qui peut jouer aussi. Parce que j'avoue qu'il y a certaines années, on ne voit pas du tout genre le même profil. C'est peut-être une hypothèse là, pour les productions plus élevées en hiver. Ben, 2016, 2017, le profil en hiver a changé, puis après ça, c'est comme si c'était revenu le même profil qu'avant. Oui, c'est tout à fait. Les prix surviennent. On peut être réparé une portion. Peut-être l'hiver était moins populaire. Ajouter, si on regarde par exemple le Brossard, les données de Brossard, c'est une ville qui est, soi-disant, récente, qui n'est pas vraiment, qui a un réseau, je pourrais dire, comme nouveau. On voit bien que d'une année à une autre, c'est vraiment semblable. Donc, l'allure des cours est semblable. Et moi, c'est ce que je visais parce que j'ai commencé mes analyses. OK, j'aurai de bons résultats, j'aurai le temps d'inclure d'autres facteurs. Mais ce qui a un peu freiné mes résultats, c'est qu'il n'y avait pas vraiment une certaine relation qui était semblable à d'autres contextes. Donc, oui, je suis toujours en train de penser qu'est-ce qui peut influencer ça. Mais la ville ne peut pas confirmer des travaux de réparation en 2009 et 2020 qui peut expliquer la baisse de la consommation de oui, il y a des hypothèses. On peut dire qu'on a eu des interventions, mais ce n'est pas vraiment exact quand, quoi et quand. Puis nous, ce qu'on avait fait aussi, c'était genre, tu passes des journées de gris. Souvent, quand il y a des gros prix majeurs, comme les opérateurs, ils sont consommateurs. Tu peux isoler juste cette journée-là si, mettons, le j'ai réparé la journée même ou la semaine d'après. Tu peux garder quand même, dans la majorité des données, tu fais juste retirer ces données-là. Au lieu de perdre comme 200 ou 300 ou 200 données. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y en a pas en ligne. Moi, j'en ai peut-être une. C'est sur la réduction des utilisations d'eau par les ICI, donc industrie, commerce et institutions. Tu as dit quelque chose comme c'est lié au fait qu'ils aient installé des compteurs. Donc, je me suis dit bêtement, c'est fantastique, mettons tous des compteurs dans nos maisons, nos réductions vont baisser. C'est ça la solution? Les lois au moins sont cul. Ouais. Oui. Sais-tu quoi? Je vais être en présentation, quoi. Nathalie, on t'entend. Dans 8 jours, ça va chercher notre C'est campagne. fou, hein? Hein? Ouais. Ça a bien été ta rencontre? Oh, il avait l'air comme totalement détaché. Ah. Ben, tu peux la laisser ouverte. T'as-tu une autre rencontre? Bon, OK. Non, mais je parle pas, j'écoute. Hey, laisse-la ouverte. Nathalie Blot, on Laisse-la t'entend. ouverte. J'ai pas de commentaires. Bon, donc, oui, donc. Est-ce que le. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Parce que est-ce qu'ils payent? Ils ont des compteurs, mais est-ce qu'ils payent en plus? Oui, Ok. ils payent. Mais si on compare le volume ou bien le prix unitaire par volume qu'ils doivent payer,
c'est pas vraiment grand-chose en comparant avec d'autres contextes. C'est pas un grand nombre. Ça augmente, c'est censé augmenter avec le temps. Donc, on est en train d'augmenter le prix de consommation d'un volume d'eau. J'ai pas beaucoup de détails à ce sujet, mais ça dépend du volume utilisé de l'industrie, de quelle usine, etc. Maintenant, si on pense à faire cette stratégie pour la consommation résidentielle, j'ai pensé à ça et j'ai discuté avec un économiste dans le domaine de l'eau de l'Université de Waterloo. Il m'a dit qu'il y a une hypothèse qui dit que même si on installe des compteurs d'eau, la consommation, la demande n'est pas vraiment élastique. Donc, si moi je consomme 300 litres par jour, si j'ai des compteurs, donc c'est ma consommation, c'est mon mode de vie. Mais ce n'est pas vrai parce que ça dépend premièrement du contexte et deuxièmement, avec l'expérience, on a vu que ça a prouvé que si on paye, on a tendance à réduire notre consommation. Donc, c'est ce qui est suggéré, ce que la stratégie est en train de suggérer également pour les municipalités qui ne sont pas capables d'atteindre les objectifs d'ici 2025, c'est de faire des échantillonnages. Et il y a une section dans la stratégie qui explique comment le faire, les analyses statistiques, etc. On fait des échantillonnages, on installe des compteurs dans les résidences et on voit comment la réponse à ces compteurs va impliquer la consommation. C'est juste une prise de conscience de sa consommation sans la payer déjà à un effet. Oui, surtout dans le Québec, on a tendance que c'est gratuit parce qu'on ne paye pas directement. Donc, je ne sais pas, j'ai vraiment envie de savoir comment un certain secteur va réagir à l'installation de compteurs, mais c'est vraiment spécifique, ça dépend vraiment du contexte. Donc, on ne peut pas prendre des conclusions d'un contexte différent et le mettre dans un autre. Merci. Oui, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que la présentation sera disponible dans quelques temps? Le webinaire est enregistré et sera disponible sur le site Orami. Merci beaucoup, Marie.